8h30 sur LCI, l'interview ce matin, c'est avec Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la ville. On va parler ville, on va parler abaya également dans un instant. D'abord, un mot du président de la République. Demain, il invite les chefs de parti à son initiative politique d'ampleur pour aussi écouter leurs propositions. Absolument. Certaines sont déjà sur la table. Jordan Bardella du RN, Éric Ciotti des Républicains demandent un référendum sur l'immigration. Est-ce que le gouvernement est prêt à dire oui? Alors ça, c'est le président de la République qui y répondra. C'est précisément l'objet de la réunion de demain. Je pense que l'initiative politique du président démontre quelque chose. Déjà, sa grande capacité à entendre, à écouter, à parler, à discuter. Et donc à retenir des propositions, et à retenir, des à travailler avec les oppositions. autres. Vous savez, moi je l'ai vu, je l'ai expérimenté dans l'hémicycle. Travailler de manière transpartisane, c'est passionnant. Parce qu'en fait, on part, on est à peu près d'accord sur rien. Et comme on a un peu le sens de l'intérêt général et le sens de notre pays, on arrive à s'entendre. Ce qu'a fait le président de la République est très important. Et là, c'est l'ancienne parlementaire, l'ancienne députée qui vous parle, et la ministre, c'est de dire le camp qui a perdu et les camps qui ont perdu n'ont pas tort sur tout. Et rappelez-vous que j'ai été la première à le dire. Dès que j'ai été élue, j'ai dit les camps qui ont perdu n'ont pas tort sur tout. Donc vous nous dites il faudra accepter de reprendre des propositions des oppositions jusqu'au référendum sur l'immigration. Alors ça, encore une fois, c'est le président de la République qui Mais c'est pas un tabou. Mais moi, je l'avais dit, je l'avais vu pendant la réforme des retraites. Non, c'est pas un tabou. Pourquoi l'immigration serait un tabou en France? C'est un tabou nulle Le part. référendum sur l'immigration, c'est un Alors, tabou pour certains. Bon, peut-être pour certains, pas pour moi en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais vu pendant la réforme des retraites, j'étais dans l'hémicycle tous les jours avec mes collègues des oppositions et mes collègues de la majorité. On a vu quoi pendant les retraites? Deux choses. Le 49.3, c'est un outil constitutionnel. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cet outil constitutionnel qui est quand même au cœur de notre constitution, de la Ve République? C'est que la perception du 49.3 n'est plus la même. Les gens ne le perçoivent plus. Ils le perçoivent comme un outil oppressant, comme un outil, rappelez-vous les mots. Donc il faut travailler différemment. Et j'avais déjà dit, et personne ne parlait de référendum, peut-être que ça serait bien, sur des sujets importants, de consulter le peuple après l'élection présidentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on a des élections quasi toutes les années. Donc vous souhaitez qu'on aille au référendum? Moi, non, pas sur l'immigration. Sur l'immigration, encore En une fois. général. En général, moi, je pense... Sur quoi, par exemple? Bon, les grands sujets de société qui peuvent peut-être déchirer notre nation, c'est-à-dire là où il y a vraiment des oppositions et là justement où les Français ont envie de s'exprimer. La fin de vie ou à quoi vous pensez? Par exemple, en fait, tous les sujets, vous savez, moi je décide pas des sujets. La société décide des sujets et le rôle, je pense, d'un politique, c'est peut-être d'essayer d'entendre les sujets, de les transformer en politiquement acceptables et après de les appliquer pour transformer le pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, c'est la transformation du pays voulue par le président de la République depuis son élection en 2017. Hier, votre collègue du gouvernement, Olivier Véran, a évoqué l'idée d'un préférendum, contraction de préféré, préférence. Absolument. Et référendum. Est-ce que ça, c'est une idée en l'air ou est-ce que c'est vraiment un projet que vous avez réfléchi et qui mature à l'exécutif? Je n'en ai pas discuté, moi, avec Olivier Véran, mais je vois bien, en tout cas, l'état d'esprit. C'est de dire, à un moment donné, on a plusieurs sujets. Est-ce que plutôt que de faire plusieurs sujets, c'est-à-dire plusieurs référendums, parce que là, je pense qu'on ne s'en sort plus, est-ce que sur 2-3 objets de société très importants, rappelez-vous la bataille du mariage pour tous. Ouais. Donc, est-ce que sur plusieurs sujets de société, on est capable, sur une journée, de s'exprimer? Mais vous auriez mis le mariage pour tous au référendum? Non, moi je l'aurais pas mis parce que moi c'était assez naturel. Moi j'ai défendu tout de suite et j'ai toujours pensé que c'était la continuité de l'évolution de notre société. Alors faut remettre le mariage pour tous, c'était 2013, donc pas forcément, mais il faut écouter les gens. C'est-à-dire moi, vous le savez, je sais que vous me suivez un petit peu. Moi, j'aime être dehors. Moi, je suis toujours dehors dans la rue. Moi, je suis très peu enfermée au bureau. Pour le coup, vous rejoignez Gérald Darmanin. Il faut davantage écouter le pays, écouter toutes les couches de la population. Il faut aller surtout écouter toutes les couches. Au nom de quoi on n'écouterait pas certaines couches de la population? Moi, je viens d'un milieu très populaire, d'un quartier très pauvre de Marseille. Mais sur l'immigration, Sabrina Agresti-Roubache, c'est un bon exemple. Vous savez très bien, par exemple, si on prend l'un des sujets de clivage avec les Républicains, les titres de séjour pour les métiers en tension, il y a de grandes chances que si on demande leur avis aux Français, ils soient plutôt de l'avis des Républicains et qu'ils disent... Et on n'en sait rien. Stop. Alors vous savez quoi, Adrien, moi je suis très favorable à cette mesure parce que je considère que des gens qui travaillent chez nous, qui font des métiers difficiles, qui ont envie d'habiter en France, d'être français, qui nous aident, qui sont là, qui font partie de la nation, au nom de quoi on les laisserait travailler de manière illégale? C'est quand même fou de penser qu'on peut catégoriser comme ça les gens. Moi, ce que je crois surtout, juste pour finir sur l'immigration, c'est que, en tout cas, plus de 80% des Français pensent qu'il faut une loi. Ils ne veulent pas tous la même loi, mais ils en veulent une. Donc, je pense que c'est un sujet très important, mais
Au nom de quoi on aurait des tabous et au nom de quoi on ne parlerait pas avec tout le monde. J'ai écrit dans mon livre « Moi, la France, je la kiffe », les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Donc je disais quoi il y a 2 ans, je n'étais même pas élu. Il faut écouter tout le monde. Et quand Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon le dit, fâché mais pas facho, je partais de cette théorie. Bien sûr qu'il a raison. Et pourtant, Dieu sait si je suis son adversaire politique. Alors quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ah non, mais ça va », et quand c'est quelqu'un proche du président de la République, c'est-à-dire proche des idées du président de la République, pas proche personnellement, mais proche politiquement, ça ne va pas. Donc moi, je pense qu'il faut parler à tout le monde. Un dernier mot sur cette initiative politique d'ampleur. Au fond, c'est quoi, Sabrina Agresti-Roubache? C'est un peu un air de session de rattrapage après le CNR, le Conseil national de la refondation, qui avait été lancé il y a 1 an, qui n'a pas été un succès éclatant. Ou alors c'est un symbole, parce que l'Élysée insiste aussi pour dire c'est à Saint-Denis, à l'école de la Légion d'honneur, on veut montrer la méritocratie des quartiers qui ont été touchés par les violences. Au fond, c'est quoi l'ambition demain? Alors, l'ambition demain, encore une fois, le président de la République, juste pour rappeler rapidement, il réunit tous les chefs de parti. Oui. Tous les chefs de parti que compose notre pays. Et tous ceux représentés à l'Assemblée nationale. Et il y a 1 an, il avait réuni toute la société civile dans le Conseil national de la refondation. Il n'y en est pas sorti énormément de choses. Non, mais beaucoup. Moi, j'ai participé à plusieurs d'entre eux de CNR et j'ai été surprise sur les CNR éducation, sur les CNR santé. Beaucoup de professionnels, de gens de la société civile, des citoyens sont venus participer. Pas du tout. On a repris les travaux. Moi, dans mon ministère, le CNR logement, le CNR ville, je me sers de quelques idées qui ont été lancées et je les reprends pas du tout. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'en parle pas tous les jours que ça n'existe pas. Bon, on va souhaiter que l'IPA fonctionne dans l'intérêt du pays. Non, mais ça fonctionnera. Enfin, il faut juste se rappeler que nous sommes tous de grands républicains avec un grand R et se réunir autour du président de la République pour venir lui dire ce qu'on pense. Alors, je précise d'ailleurs que ce matin... Venir lui dire nos idées. Je pense que c'est très important parce qu'on n'oublie pas, c'est le président de la République. La France Insoumise a d'ailleurs confirmé sa participation demain à cette initiative. Au moins un sujet de consensus. En revanche, il y a beaucoup de critiques, vous les avez entendues toutes ces dernières heures, depuis l'annonce sur TF1 dimanche soir par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires publics. Jean-Luc Mélenchon, hier, le chef de file de la France Insoumise, a dénoncé, je le cite, une nouvelle absurde guerre de religion. Et ce matin, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, annonce que ce mouvement entend saisir le Conseil d'État. Est-ce que vous êtes prêt à cette guerre de religion, comme dit Jean-Luc Mélenchon, et à cette guerre juridique qui s'annonce? Non, mais alors, je vais vous dire, en plus, c'est quelqu'un de confession musulmane qui vous parle. Donc, une ministre de la République, comment peut-on imaginer que de faire appliquer une loi, la loi de 2004 sur l'interdiction d'arriver à l'école avec un signe manifeste ou ostentatoire d'une appartenance à une religion. On applique la loi, rien que la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est comme ça. Et l'interprétation dans une circulaire, elle date de mai 2004, donc quelques mois après la loi sur les signes religieux à l'école. C'est quoi? C'est l'interprétation de la loi qui est importante. Dans cette circulaire, que dit-elle? Tous les objets, c'est-à-dire tous les vêtements, tous les signes qui peuvent manifester l'appartenance à une religion sont interdits. On enlève cette charge mentale aux proviseurs. Donc vous contestez l'idée d'une guerre de religion. Déjà, je conteste parce qu'en plus, la grande majorité des musulmans français de notre pays, dont je fais partie, refusent l'instrumentalisation de Jean-Luc Mélenchon de notre foi. D'une foi. Et en quoi est-ce qu'il instrumentalise? Il se prétend plutôt défenseur. Non, vous savez, on a eu les punks il y a 40 ans, j'ai produit un documentaire qui s'appelle Djellaba Basket, on a eu les punks il y a 40 ans, et vous savez, on parle d'adolescents là, parce qu'on parle du collège et du lycée. Donc, arriver en voulant provoquer avec tel objet ou tel vêtement, on va dire même que c'est dans la nature des adolescents. Et je refuse qu'on instrumentalise une religion qui est dans le cadre de la République. Enfin, il faut juste se rappeler qu'on parle de ça. Si c'est Sabrina Agresti-Roubache, une provocation d'adolescent, pourquoi en faire un signe religieux? C'est un signe, parce qu'un signe religieux ostentatoire qui ne rentre pas dans le cadre de la loi est interdit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous dites dur à l'ex et de l'ex, ça veut dire que vous ne craignez aucunement la saisine de la justice administrative, du Conseil d'État? Contrairement à mes collègues de LFI, vous savez, rappelez-vous, quand on a utilisé le 49.3, rappelez-vous les mots qui ont été prononcés. Moi, je pense que c'est bien de pouvoir... On a des outils constitutionnels qui composent notre 5e République, qui les utilisent, et je laisserai le Conseil d'État. Je ne suis pas au Conseil d'État, je ne suis pas au Conseil constitutionnel. Et si... mon ancien collègue Manuel Bompard, député de Marseille, pense que c'est important de le faire, qu'il le fasse. Il y a aussi la question quand même des modalités d'application.
Ça peut virer au casse-tête. Vous dites c'est pour faciliter la charge des chefs d'établissement, ça s'entend, ils ont une règle claire. Maintenant, il va falloir déterminer ce qu'est une abaya. On sait dans la théorie, ce grand vêtement ample. Oui, qui vient du Moyen-Orient, qui n'a rien à voir en plus avec la culture maghrébine. Alors, je vous le dis, ça vient du Moyen-Orient. Mais vous avez vu ce que dit hier Clémentine Autain, députée de la France Insoumise également. Elle dit on arrive à la police du vêtement. C'est vrai que si on a une abaya un peu raccourcie ou une robe longue, il va y avoir pour les chefs d'établissement une appréciation nécessaire. Je répète, non, on ne parle pas de longueur. Là où se trompe encore une fois, mais Clémentine, parce qu'il parle de sujet, vous savez, il y a ceux qui vivent de la misère des autres, donc, et des banlieues, parce que plus ça ira mal, mieux ils se portent. Ça, c'est la France insoumise. Absolument. Et ceux qui y vivent, et ceux qui en viennent. Donc, pour le coup, je vais vous juste rappeler une abaya. Si une jeune fille arrive avec un voile, avec sa abaya devant le collège ou le lycée, qu'elle l'enlève, donc la abaya devient un vêtement qui manifeste l'appartenance à une religion. On sait très bien, il y a plein de... Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très pudique. Donc moi, je suis très pudique. Donc je ne montre pas forcément mon corps. Je suis assez, très pudique. C'est le mot qui est utilisé pour définir les gens comme moi. Je ne viens pas avec une abaya ni à l'école, ni à la mairie, ni à... Point. C'est la loi, c'est comme ça. Et dans la mesure où il y a la volonté de vouloir manifester l'appartenance à une religion, quelle que soit la religion, c'est non. Même si le vice-président du CFCM, Abdellah Zikri, dit c'est pas une tenue religieuse, l'abaya. C'est une très bonne appréciation du CFCM, mais le CFCM ne fait pas la loi de la République. Bon, le message est passé. Il y a quand même un point, Sabrina Agresti-Roubache, assez facile pour contourner l'interdiction, c'est que ces jeunes femmes, elles quittent l'école de la République, l'école publique, et qu'elles aillent dans le privé. Non, mais pas faire. La loi ne s'appliquera pas dans le privé. Écoutez, la loi ne s'appliquera pas dans le privé, mais les chiffres parleront pour nous. J'appartiens à une génération où c'était les débuts un petit peu des voiles à l'école. Tout le monde pensait qu'on allait être... Et vous savez, juste si vous permettez, Adrien, la France n'est pas submergée d'écoliers qui arrivent par horde devant le collège ou devant le lycée avec une abaya ou un voile. Il faut aussi relativiser les chiffres. Vous êtes capable de quantifier justement ce phénomène ? Par exemple, à Marseille, où on a eu l'Académie ex-Marseille, sur 100 000 à peu près lycéens, on a eu 80 signalements. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus... Enfin, je ne pense pas. Je le sais, puisque moi, je le vis. Je suis tous les jours dehors. Donc, je le vois. On peut vous retenir la gigue. Dans ce cas-là, pourquoi prendre cette mesure si c'est marginal comme phénomène ? Non, parce que c'est marginal. Moi, je ne veux pas que l'exception devienne la règle. À un moment donné, je vous le répète, nous avons des lois qui sont parfaitement faites. Je pense que pour les proviseurs et pour les directeurs dans les collèges, ce n'est pas à eux de porter cette charge mentale. C'est au ministère de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Et je pense que Gabriel Attal a bien fait de poser le sujet et d'avoir cette fermeté-là. Parce que, attention, vous savez, la majorité silencieuse des musulmans de France trouvent, eux, en tout cas, puisque moi j'en fais partie, que le débat est mauvais, catastrophique pour l'image, et qu'à un moment donné, il faut aussi relativiser et remettre les choses dans leur contexte. Ce sont des adolescents qui veulent... c'est normal, je vous dis encore, le principe, même le propre d'un adolescent, c'est de vouloir provoquer. Et j'invite mes collègues de la France Insoumise à peut-être écouter la majorité silencieuse et arrêter de s'écouter eux-mêmes. Pour éviter que ce débat continue éternellement, pourquoi pas passer à l'uniforme dans les établissements scolaires ? Moi, je ne suis pas pour la généralisation, mais je suis pour que, par exemple, dans les quartiers très, très populaires, d'où je viens, j'en parlais la dernière fois, je suis restée très très amie avec la directrice de mon école, de Félix Piat, dans mon quartier, dans le 3e arrondissement de Marseille. Qu'est-ce que vous disent les parents dans les quartiers très compliqués, par exemple celui d'où je viens? C'est que ça enlève une charge aux parents, c'est-à-dire qu'on n'a plus le souci de porter l'uniforme. Oui, alors moi je ne parle pas d'uniforme, je parle de tenue scolaire, c'est-à-dire... C'est quoi la différence? Oh là, parce que une uniforme, je trouve que ça... C'est le mot qui vous fait peur. Ouais, moi, non, mais alors, je vais reformuler la question, est-ce que vous êtes favorable à une tenue scolaire? Je suis favorable à une tenue scolaire dans la mesure où, vous savez, il y a quelque chose dans les établissements qui s'appelle le règlement intérieur. Et dans le règlement intérieur, on n'a pas besoin de faire de loi. Les directeurs d'école, le principal dans un collège et le proviseur dans un lycée peut décider, juste en utilisant son règlement intérieur, en le changeant de manière absolument, pas unilatérale, avec son conseil d'administration, de pouvoir le tester. Donc moi, je suis très favorable à une expérimentation de la tenue scolaire. Vous êtes en charge de la ville, vous encouragez les quartiers politiques de la ville à expérimenter la tenue scolaire, l'uniforme. Parce qu'ils m'en parlent. Pas parce que vous savez, je fais pas de prosélytisme. J'étais, il y a pas très longtemps, à l'île Saint-Denis et je discutais avec des habitants.
les gens sont plutôt très favorables parce qu'encore une fois, ça enlève une charge mentale aux parents. Faut jamais oublier Les gens sont favorables et vous y êtes favorable. Et j'y suis très favorable. On va revenir, donc je le disais, votre portefeuille, c'est la ville. Vous avez aussi été nommé dans un contexte très particulier. La France a été frappée par des violences dans plusieurs villes il y a quelques semaines maintenant. Il y avait une réunion qui était prévue à l'Élysée avec plusieurs ministres. Aujourd'hui, elle a été décalée, c'est ça ? Je n'ai pas reçu d'invitation officielle. J'ai lu comme vous dans la presse, mais comme personne n'a reçu d'invitation officielle, je pense que ça devait être dans l'air du temps. Mais ça n'aura pas lieu tout de suite. Le président avait dit qu'il faut prendre le temps pour à la fois identifier les causes, apporter des solutions. Il a raison. On y est ? Vous avez identifié les causes et vous avez des solutions ? Il y a le conseil interministériel des villes, présidé par la première ministre Elisabeth Borne. Donc moi, j'ai décidé, dans mon ministère, de laisser le temps aux concertations avec les élus locaux, les citoyens, tous les associations, tous ceux qui composent les politiques de la ville. Mais il n'y a pas d'urgence à agir. Non, il y a une urgence à consulter, à se concerter et à souffler. Il faut laisser le temps aux élus locaux parce que, vous savez, heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que le tissu associatif était là. Heureusement que les habitants des quartiers populaires étaient là. Parce que pendant les émeutes, c'est eux qui ont été en première ligne. Il aura lieu quand, pardon, le comité interministériel de la ville ? Vous disiez, il y aura un comité interministériel de la ville, à quelle échéance ? Octobre. Octobre, c'est la première ministre qui fixera la date, mais on a décidé de laisser quand même le temps de la concertation. Et justement, dans ces concertations-là, puisque vous me parlez, je suis très heureuse de parler enfin de mon ministère, les fameux contrats de ville qui permettent en fait au ministère de la Ville de financer les communes, donc toutes les politiques de la ville avec les élus locaux et les associations. J'ai décidé donc par la voie d'une circulaire déjà de simplifier les contrats de ville, donc de permettre aux élus locaux d'avoir une visibilité, de plus faire des contrats annuels mais des contrats pluriannuels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même tarif pour les associations. Les petites associations n'auront plus besoin d'avoir des contrats annuels, c'est-à-dire toutes les années de remonter des dossiers sur des petits montants. Pour avoir des subventions, vous voulez dire. Absolument, pour avoir des subventions. Et c'est exactement l'explication de on arrête la politique du chéquier et on fait la politique du porte-monnaie. C'est-à-dire on va parler à échelle d'homme. Donc ça veut dire au cas par cas sur des petits montants. Absolument. Alors ce sont les préfets qui porteront, vous savez, c'est les préfets qui portent ces budgets-là. Je donne des instructions et les préfets donc déploient les instructions du ministère sur le terrain et je veux simplifier la vie des élus locaux et des associations qui font un travail remarquable avec pas beaucoup, ils font beaucoup et là je me dis on va leur donner beaucoup, on va leur simplifier la vie. Je ne veux plus de l'administratif pour l'administratif et je veux le contrat de confiance avec les élus locaux. Je leur ai dit, j'ai eu l'occasion de réunir le Conseil national des villes dès que j'ai été nommée et c'est la première chose que je leur ai dite. Contrat de confiance. On fait confiance a priori. On en parlera demain avec David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui sera notre invité également. Dans les solutions, le chef de l'État sur TF1, il y a quelques semaines, avait dit l'ordre, l'ordre, l'ordre. Il a aussi parlé, comme beaucoup d'acteurs, de l'autorité parentale. Absolument. Tout à l'heure, on évoquait les oppositions, vous disiez qu'il faut les écouter. Éric Ciotti des Républicains, il a dit suppression des allocations familiales pour les parents défaillants. Il avait fait voter une loi en 2010. Pourquoi pas reprendre cette position-là ? Mais parce que c'est pas une bonne proposition. Moi, je suis absolument défavorable parce que si c'était l'alpha et l'oméga de la solution avec les parents, ça se saurait. Et donc en fait, vous dites aux oppositions, faites-nous des propositions, mais on ne leur tient pas en fait. Mais non, qu'il en fasse d'autres. Non, mais d'accord, ok. Celle-là, mais s'il doit faire des propositions qui sont les vôtres. Alors. Moi, je fais des contre-propositions et après, on tombera d'accord. Vous savez qu'on a quand même un code civil et un code pénal. Ça ne vous a pas échappé. Dans le code civil, par exemple, quand votre enfant casse quelque chose, rappelez-vous le président de la République, on paye à la première connerie. Et il a raison. Donc dans le code civil, quand votre enfant casse quelque chose ou commet un dégât, c'est vous le responsable, c'est vous qui devez payer. Donc moi, je suis pour le casseur-payeur. Et c'est assez simple, c'est l'article 371-1 et l'article 1242 du Code civil qui le permet. Mais il y aura de nouvelles sanctions pour les parents ? Non. Et dans le Code pénal, mais on a un Code pénal. Dans le Code pénal, quand un parent ne s'occupe pas de son enfant, c'est-à-dire, je vous donne un cas concret, c'est dans le Code pénal, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous laissez sortir votre enfant de 13, 14 ans, de 12 ans, à des heures impossibles dans lesquelles un mineur n'a rien à faire à l'extérieur. Le code pénal sanctionne les parents de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Et je rappelle quand même l'alinéa, parce qu'il faut quand même parler aussi des articles. C'est l'article 227-17 du code pénal. Mais ce que vous nous dites, Sabrina Agresti-Roubache, législatif existe. Oui, mais en fait, c'est pire que tout. Il n'y a pas qu'un problème d'autorité parentale. C'est-à-dire qu'il y a des lois que l'État ne fait pas appliquer. Non, parce qu'il faut avoir un signalement. C'est-à-dire la justice ne peut pas s'auto-saisir. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que sur les émeutes, on l'a vu, il y a eu des centaines de condamnations. Et personne ne les a relayées. Moi, je suis allée voir dans les... beaucoup couvert. Je suis allée voir. Mais quand même,
Mais quand même, rappelez-vous ce qu'on avait dit des magistrats. Les magistrats sont laxistes. Moi, je défends les magistrats. Donc vous dites que ça fonctionne. En tout cas, ils ont fait preuve de la plus grande fermeté et dans les tribunaux. Et j'invite tous vos collègues journalistes à aller faire un tour dans les tribunaux. On a vu quoi? Eh ben ouais, des parents qui se sont présentés avec leurs enfants et qui ont accepté la sanction. Je vous confirme que nos journalistes du service police-justice de TF1 ici y étaient abondamment. Et j'avais regardé, leur travail. Non, mais c'est vrai que j'avais regardé chez vous un très beau reportage qui montrait ça. Voilà. Un mot quand même de politique gouvernementale, Sabrina Agresti-Roubache. Tout à l'heure, je prononçais le mot de Gérald Darmanin, son nom, à Tourcoing, dimanche, rentrée politique à laquelle vous étiez. La Première ministre aussi, avec un appel. J'appelle à l'unité pour ne pas paver nous-mêmes le chemin des extrêmes. Cet appel de la Première ministre, c'était surtout un recadrage, non? Non, mais alors, vous savez, c'est comme le fameux recadrage de cet été. Non, c'était pas du tout un recadrage. Ah, c'était quoi alors? C'est notre Première ministre, c'est Elisabeth Borne, quand même la chef du gouvernement. Je vous rappelle qu'il y avait plusieurs ministres, des dizaines de députés. C'était le grand rassemblement de la majorité. Et moi, ce que j'avais répondu... Autour de Gérald Darmanin. C'était la rentrée politique de notre ministre de l'Intérieur. C'est un ami, il m'invite, j'y vais. Pour moi, c'est normal. Alors, je vais vous dire, je lui ai même fait la blague de Marseille à Tourcoing. J'ai pris un coup de soleil, moi, à Tourcoing. Et ça l'a bien fait rire. Un coup de soleil, un coup de je t'aime, comme dit la question. Voilà, exactement. Et la chose, c'est que c'était très important. Moi, j'ai écouté le discours de notre Première ministre qui rappelait quand même l'action du président de la République, comme le discours de Gérald Darmanin. Ça veut dire que Gérald Darmanin... Tout le monde a rappelé quand même la filiation politique des uns et des autres depuis 2017. On ne l'entendra plus, Sabrina Agresti-Roubache, on n'entendra plus Gérald Darmanin dire « ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui se passera en 2027 ». Mais tout le monde... Alors vous savez, on ne pense pas à demain parce que demain c'est loin. Tout le monde, mais Gérald Darmanin. Non. On ne pense pas à demain. Voilà. On ne pense pas à demain parce que demain c'est loin. Mais vous savez, anticiper un peu et essayer d'écouter le bruit de la rue. Pourquoi il avait dit ça et j'en avais discuté avec lui. Et on est tous sur la même longueur d'onde. Nous, on entend la rue. On est tous les jours dehors. Donc quand on dit on doit parler on parle aux classes populaires. Rappelez-vous que le président de la République a été le premier à dire on va s'occuper des classes moyennes. Et ce n'est rien. Parler des classes populaires, oui, mais 2027, pas tout de suite. Non, le temps viendra. Vraiment, je suis une grande optimiste devant l'Éternel. Je pense qu'il n'y a aucun combat qui est perdu d'avance. Il faut le mener. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. Et n'oubliez pas, le Rassemblement national n'a pas besoin de travailler. Regardez, on ne les entend pas. Et comme on ne les entend pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de s'exprimer. Merci beaucoup, Sabrina Agresti-Roubache. Donc 2027, pas tout de suite, mais les classes populaires, oui. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. D'abord, c'est la météo.